Alors Éric Dénessé, nous sommes dans un contexte national très particulier, je l'ai dit dans l'introduction. Les médias français sont mobilisés complètement sur la question des élections législatives. La guerre en Ukraine, qui a fait les choux gras de la presse auparavant, est passée totalement au second plan. Et cela tombe bien parce que dimanche dernier, pourtant, un fait incroyable, j'allais dire, et dramatique s'est passé puisqu'il y a eu un bombardement de missiles attaqués Metz sur la plage de Crimée de Sébastopol et les médias français en ont très peu parlé. Pourtant, 150 blessés, environ 4 ou 5 morts selon les bilans, au moins 2 enfants. Comment analysez-vous cet événement et puis surtout, comment analysez-vous le traitement médiatique en France de cet événement ? Eh bien, d'abord, comme vous le dites très justement, le traitement médiatique est quasiment nul en France. Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. Vous l'évoquiez, ce sont d'abord les élections législatives anticipées qui occupent la une de l'actualité. Et la seconde raison, c'est parce que c'est un événement qui est très négatif pour l'Ukraine, puisque ce sont des civils qui ont été touchés, et que bien sûr, ça ne sert pas aujourd'hui, je dirais, le narratif nous est servi depuis 2 ans. Il n'y a que nous, occidentaux, en tout cas opinion et public occidentaux, qui ne voulons pas le voir, parce que depuis le début, il y a des militaires et des techniciens de tous les pays de l'OTAN qui sont présents sur le territoire ukrainien, ainsi que des mercenaires ou des combattants qui vont s'engager, des combattants européens, j'entends, qui vont s'engager dans l'armée ukrainienne sous drapeau ukrainien. Donc ça ne fait que confirmer ce que l'on voit depuis maintenant près de 2 ans. Vous soulevez là le point essentiel depuis le début de ce conflit, c'est l'absence à la fois de cohérence aux États-Unis, mais une absence de cohérence qui est liée à finalement un cercle de décision et non pas à un centre de décision unique, et que selon les sujets, selon les périodes et également selon les thèmes, qu'on soit sur Gaza, sur l'Iran, sur les Houthis, sur l'Ukraine, on a différents centres de pouvoir entre le Conseil national de sécurité, la CIA, le Pentagone, la Maison-Blanche, les néoconservateurs autour de Biden, où les uns et les autres en fonction du thème et du rapport de force interne, vont faire prévaloir leur position. Et si on regarde bien les déclarations américaines, vraiment de ces derniers jours, on a eu affaire à 3 déclarations tout à fait contradictoires. La première, je le disais, c'est que les Américains ont rappelé qu'ils n'enverraient pas de troupes en Ukraine, mais aussitôt après, ils ont dit qu'ils soutiendraient l'envoi de mercenaires combattre aux côtés des Ukrainiens. Et quelques jours après, enfin le lendemain même, ils ont annoncé qu'ils enverraient eux-mêmes des techniciens et des spécialistes de la maintenance aider l'armée ukrainienne. Donc, si on met cela bout à bout et qu'on se met dans la position de Moscou, on a du mal à comprendre quels sont les objectifs véritables des Américains. Et surtout, on accorde finalement très peu de crédit aux déclarations quand on voit qu'elles sont contradictoires et que les tirs de missiles au-delà d'une portée de 150 km ont été autorisés et se sont produits. Mais comme tous les militaires le savent, quand on fait la guerre, on engage la vie de ses hommes, et c'est paradoxalement les gens du Pentagone qui sont parfois, si ce n'est souvent, les plus prudents pour que le conflit ne monte pas aux extrêmes, parce que finalement leur but à eux militaires n'est pas de faire la guerre contre la Russie, c'est de préparer un conflit futur, certes hypothétique, contre la Chine. Donc ils ne veulent pas que ça aille trop loin. Inversement, les néoconservateurs américains autour de Blinken, eux veulent absolument non plus affaiblir la Russie parce que leur stratégie a été un échec en la matière, mais faire en sorte que sa victoire lui coûte le plus cher possible. Donc eux ont intérêt finalement à ce que ce conflit dure, ils poussent les Ukrainiens à continuer le combat, ils poussent les Européens à leur livrer de nouveaux armements. Ce sont eux qui ont autorisé les tirs de missiles au-delà d'une portée de 250 km. Et voilà, on voit entre ces 2 factions principales sur ce sujet ukrainien à la fois les dissensions et les déclarations parfois peu cohérentes qui arrivent de Washington. Zelensky n'est plus le président légitime. Il essaie bien sûr de sauver les meubles à la fois pour son pays, alors ce qui est la moindre des choses, parce que son comportement depuis 2 ans finalement n'a contribué qu'à faire massacrer sa propre population. Ce sommet de Suisse a finalement été une parodie ou une mascarade, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, parce que dans un conflit de cette ampleur, ne pas inviter un des 2 belligérants était évidemment totalement stupide et ne pouvait pas produire quoi que ce soit en matière de résultats. Alors, ce qui est quand même intéressant, ce sont les déclarations de Zelensky, qui dit qu'il a beaucoup trop de morts, beaucoup trop de blessés, qu'ils ne vont pas pouvoir tenir indéfiniment. Il sent bien aussi que le soutien occidental se réduit. Il perçoit peut-être la très probable élection de Donald Trump, donc il sait que le vent peut tourner. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Ce sommet aura au moins servi à cela. Et il voit bien
côté européen, à part les déclarations souvent intempestives d'Emmanuel Macron au printemps dernier, les autres États ne sont absolument pas déterminés à envoyer des troupes ni à aller plus loin dans le soutien militaire à Kiev. Donc il sait très bien que son choix, sa liberté d'action se réduit de jour en jour, surtout face à la montée de l'appareil industriel militaire russe et à l'avancée de Moscou sur le terrain.